Alors, je vais vous présenter aujourd'hui cette webconférence qui s'intitule « Une journée avec une vétérinaire sentinelle. Pourquoi devenir vétérinaire sentinelle ?» Alors, les objectifs de cette webconf, c'est de vous sensibiliser davantage sur le réseau pour lequel les vétérinaires sentinelles travaillent et sur les maladies qui sont suivies par le réseau, et vous montrer à quel point vous pouvez être acteur de ce réseau. Alors, un vétérinaire sentinelle, c'est quoi? C'est un vétérinaire praticien, diplômé, vétérinaire, volontaire et bénévole, et qui participe à la surveillance des maladies équines. Grâce à leur collaboration, le RESP, qui est donc le réseau d'épidémiosurveillance des pathologies équines, surveille les maladies équines présentes en France et recueille les informations épidémiologiques nécessaires à leur suivi. Alors, ma conférence va se partager en trois cas. Donc, la première partie, les vétérinaires sentinelles, je vais vous montrer qui ils sont, comment on le devient et comment ils travaillent. Ensuite, je vais vous présenter les conclusions de mon enquête que j'ai réalisée auprès des vétérinaires sentinelles en 2021. Et enfin, je vais vous montrer sur le terrain comment je suis intervenue en prenant l'exemple de 3 cas cliniques. Donc, un vétérinaire sentinelle, je vous ai dit, c'est un vétérinaire qui est diplômé, volontaire et bénévole, et qui participe à un réseau qu'on appelle le RESP. Le RESP a été créé en 1999 par la commission maladies infectieuses et parasitaires de l'AVEF. L'AVEF, c'est l'Association des vétérinaires équins français. Et au départ, le RESP était exclusivement réservé aux vétérinaires et surveillait uniquement les maladies respiratoires. Il y a eu une crise sanitaire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en 2007, une crise d'artérite virale équine en Normandie. Le RESP a été particulièrement impliqué et depuis, il a été décidé de lui donner un statut légal et en 2008, le RESP est devenu une association loi 1901 ouverte et au service de l'ensemble de la filière équine. Donc, il n'y a plus que les vétérinaires maintenant qui sont au service du RESP, mais bien tout le monde, les éleveurs, les propriétaires, tous les acteurs de la filière équine. Donc, en tant que vétérinaire sanitaire, moi, je suis au courant de l'actualité sanitaire équine. Je reçois régulièrement des alertes, des bilans, des appels à la vigilance qui sont diffusés soit sur le site du RESP, soit dans ma boîte mail, soit sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, même si vous n'êtes pas vétérinaire, vous tenir informé de l'actualité sanitaire en vous abonnant directement à ces alertes sur le site du RESP. On en parlera un petit peu plus tard. En tant que vétérinaire sanitaire, je peux réaliser plus facilement des examens complémentaires. En effet, je vais vous montrer un peu plus tard aussi qu'il y a une prise en charge partielle du coût des analyses suivant les protocoles établis par le RESP. Et donc, ça incite mes clients à déclarer les maladies et ça me permet de confirmer mon diagnostic. Et enfin, en tant que vétérinaire sentinelle, je participe à la surveillance et à la recherche, puisqu'en fait, il y a une base de données qui s'enrichit au fur et à mesure des déclarations que les vétérinaires sentinelles font. Et cette base de données permet d'alimenter des travaux de recherche et d'améliorer les connaissances sur les maladies équines. Donc la mission principale des vétérinaires, c'est de remonter au RESP les suspicions de maladies qu'ils rencontrent sur le terrain. Là, je vous présente la carte de tous les vétérinaires sentinelles qu'il y a en France. Alors, au tout départ, ils étaient 52, et puis maintenant, on est à peu près 950 vétérinaires sentinelles sur toute la France. L'année dernière, il y a eu la crise de la rhinopneumonie, donc c'était une épisode aussi, et le RESP a organisé des suivis renforcés des foyers, des enquêtes sur le terrain, et a ouvert une cellule de crise à ce moment-là, pour informer toute la filière équine. Alors, comment le devenir vétérinaire sentinelle? C'est très facile. C'est faisable dès l'obtention du diplôme. Alors moi, je l'ai fait en 2006, dès ma sortie d'école. On a une charte à compléter. Cette charte récapitule les règles auxquelles doivent répondre les vétérinaires sentinelles. Alors les obligations, bien, c'est assez simple. C'est effectuer, quand on a des cas suspects, une déclaration en ligne au RESP et transmettre les prélèvements. Informer le réseau de toute situation exceptionnelle.
prendre connaissance des recommandations sanitaires et évidemment, en fin d'année, on doit transmettre un rapport annuel d'activité sanitaire. 3 minutes. Ainsi, on peut faire bénéficier nos clients de la prise en charge partielle des frais d'analyse qui sont prévus dans les différents protocoles de surveillance. Je vais vous les montrer ensuite. Et on reçoit, quand on signe cette charte, un kit de prélèvement, une mallette du RESP avec les protocoles à suivre, les grilles tarifaires et les différents contenants pour pouvoir faire nos prélèvements. Et on bénéficie aussi des actions de formation continue pour rester informé de l'actualité sanitaire en France ou à l'étranger. Alors vous aussi, vous pouvez devenir actif de la surveillance. Soit vous vous abonnez aux alertes du RESP directement sur le site et ça vous permet de vous tenir informé de ce qui se passe près de chez vous ou dans le monde entier si vous voulez. Vous pouvez aussi consulter régulièrement Vigiresp qui identifie les mouvements de risque selon les zones géographiques et qui vous informe sur les maladies qui circulent. Je vais vous montrer juste après ce site. En signalant les chevaux malades sur Vigiresp et en autorisant votre vétérinaire à les déclarer au RESP. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous montrer le site du RESP. J'espère que ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à mettre un mail sur le chat. Donc là, normalement, vous voyez ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est bien le cas? Ça a l'air. Pour l'instant, on voit juste partage d'écran. Il y en a certains chez qui ça fonctionne. Oui, c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Ça a l'air. Ah, pas encore pour Cécile. Moi non plus, je vois pas, mais ça, je pense que ça vient de ma connexion. Enfin, j'imagine, parce que. Vous êtes sur quoi là, Sarah? Je suis sur le site du RESP. D'accord. Bon, bah apparemment, il y a beaucoup de gens qui voient. Il n'y a que Cécile qui ne voit pas et moi, donc c'est pas trop. Je suis désolée, Cécile. Pour moi, c'est pas grave. Pour Cécile, c'est plus embêtant. Bah, peut-être que vous reveniez sur le replay. Vous pouvez continuer, Sarah. Merci. Okay. Après, vous pouvez aller directement sur le site resp.net. Donc, en fait, vous voyez, il y a prévention. En fait, vous voyez au-dessus info flash. Vous voyez les alertes de ce qui se passe en ce moment. Vous pouvez aller aussi sur l'onglet alerte. Si vous êtes abonné, vous allez avoir les alertes. Alors, vous pouvez choisir les maladies pour lesquelles vous voulez être alerté, le département, le pays. Donc, ça peut être en France ou ça peut être partout dans le monde. Vous voyez, là, il y a des alertes aux États-Unis, en Allemagne. Mais si vous ne voulez pas être informé de ça, vous pouvez l'enlever. Et vous pouvez aussi consulter ce site qui s'appelle Vigiresp. Donc, par exemple, je vais dans le département de l'Orne. Je vois que c'est rouge. Et c'est rouge parce qu'en ce moment, il y a un risque élevé en avortement. Et si je veux plus de détails, vous voyez, on peut avoir les mesures de précaution quand on a un avortement, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc ça, c'est pas mal et vous pouvez aller, vous, directement déclarer, même si vous n'êtes pas vétérinaire, déclarer un cas, par exemple, j'ai un cas d'avortement, un cheval dans votre lieu et vous validez. Donc ça, c'est pas mal pour tenir informé toute la filière sur notre territoire. Alors, je reviens à ma présentation. Voilà, alors pourquoi on devient vétérinaire sentinelle? Alors, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut le faire. Moi, mon but, ça a été au départ de me tenir informée de l'actualité sanitaire et aussi de pouvoir participer à l'approfondissement de maladies qui sont pas connues. Et alors, avec toutes les données, ça permettra de faire des études et de pouvoir avancer sur des maladies qui ne sont pas encore totalement élucidées. Je pense notamment à la maladie de l'herbe. Je ne sais pas si vous connaissez cette maladie des chevaux qui vivent à l'herbe. Donc, elle fait partie des maladies qui sont suivies par le RESP.
Et on ne sait pas encore à quoi elle est due, donc on cherche et le RESP y participe largement. Alors comment les vétérinaires sentinelles travaillent? Donc il y a des protocoles et un aide-mémoire en fait qui nous permet de savoir quelles maladies sont suivies et quels prélèvements il faut faire. Donc quand on est face à un cheval suspect d'une maladie, ça veut dire que vous nous avez appelé, donc vous êtes au courant de ce qui se passe et c'est vraiment un travail d'équipe et c'est là-dessus que je veux vraiment insister, c'est vraiment un travail d'équipe pour qu'on puisse nous tenir tous informés de ce qui se passe sur le territoire. Alors je vous montre les prélèvements. On reçoit chaque année un aide-mémoire sur les différents protocoles et les différents prélèvements à réaliser. Vous allez pouvoir télécharger après cet aide-mémoire. Par exemple, vous avez un cheval qui présente de la fièvre et qui tousse. Il faut penser RESP, appeler votre vétérinaire. Et nous, on a ça dans notre petite mallette, notre petite aide-mémoire. On sait qu'on doit faire des écouvillons nasophariнгés profonds avec différents niveaux de culture pour pouvoir savoir si c'est une maladie contagieuse ou pas. Alors, une fois qu'on a été appelé, qu'on a fait nos prélèvements, là j'avais fait une petite synthèse des prélèvements à faire en cas en fait, c'était lors de mon mémoire de chef de centre l'année dernière qui était basé sur les réseaux d'élevage. Donc j'avais fait un petit récap. Que faire en cas d'avortement, de diarrhée, de suspicion d'HVE3, de malformation. Vous voyez, on doit prélever ces prélèvements-là, on sait où les envoyer et on sait ce que ça coûte au propriétaire. Il y a une prise en charge du RESP de l'ordre de 50 à 60% du prix des analyses en dehors du sous-réseau anomalie génétique où il n'y a pas encore. Donc on a fait nos prélèvements, ensuite on va faire une déclaration sur l'appli du RESP. C'est une application qui a été mise à jour l'année dernière et qui est très facile à utiliser. Vous verrez tout à l'heure dans mes cas cliniques la façon dont je l'utilise. Donc en fait, il faut remplir évidemment le nom du cheval, le nom du propriétaire, où le cheval est détenu, ses premiers symptômes, etc. Et donc vous voyez ici à droite les prélèvements que j'ai faits et les résultats qui sont publiés sur l'application dès la réception des résultats. Ensuite, ces prélèvements, je les envoie à un laboratoire d'analyse partenaire du RESP, c'est le laboratoire Franck Dincombe en Normandie, chronopost et sous couvert du froid, accompagné de la demande d'analyse qu'on a complétée sur le site du RESP. Si notre cheval est confirmé de la maladie, il y a une alerte qui est publiée sur le site du RESP. Et alors, ne vous inquiétez pas, c'est une alerte anonyme. Donc, vous voyez, là, j'avais fait ça, donc le 1er février 2022, il y avait une alerte infection respiratoire à la rhinopneumonie de type 4 dans le Loir-et-Cher. Quand vous allez sur le détail de l'alerte, vous n'avez pas le nom de votre centre équestre. On sait juste qu'il s'agit d'un centre équestre, d'une jument qui est présentée de la fièvre et de la toux, mais on n'en sait pas plus. Alors vous allez vous dire, effectivement, on sait que c'est moi, mais non, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de centres équestres en France, dans un seul département. Donc pas de panique. Alors voilà, justement, les maladies qui sont suivies par le RESP, ça, il faut que vous le sachiez pour pouvoir nous appeler ou en tout cas déclarer. Alors, en fait, les maladies qui sont suivies par les RESP, ce sont des maladies infectieuses et contagieuses et qui ont une importance sanitaire, économique et ou zoonotique en France. On ne va pas suivre les maladies qui ne sont pas contagieuses. Pour les anomalies génétiques, ce ne sont pas des maladies contagieuses en tant que telles, ce sont des maladies qui sont transmissibles par la descendance. C'est pour ça qu'on les suit. Donc, quand vous voyez avortement, pensez RESP. Soyez toujours vigilants, considérez toujours qu'un avortement est contagieux. Je pense notamment les avortements, donc c'est ce qui est suivi, hein, surtout, c'est les herpès virus de type 1 et de type 4. L'herpès virus de type 1 fait des avortements
fait des problèmes respiratoires chez les chevaux jeunes et les chevaux adultes, et fait aussi des troubles neurologiques. Donc, quand vous avez un avortement, tout de suite, vous considérez que c'est contagieux, vous isolez la jument, vous isolez l'avorton et le placenta, et idéalement, vous appelez votre vétérinaire sentinelle pour pouvoir faire les déclarations au reste. Donc, premier sous-réseau avortement. Deuxième sous-réseau respiratoire, qui a été le premier. Pareil, quand on a un cheval qui tousse, qui présente de la fièvre, pensez RESP et appelez votre vétérinaire sentinelle. Donc là, on suit surtout les maladies grippe, rhinopneumonie, gourme et depuis cette année, l'artérite virale équine. D'autres sous-réseaux, le sous-réseau neurologique, vous avez un cheval qui présente de la fièvre et qui présente des troubles neurologiques, des troubles de la démarche, pensez RESP. Et là aussi, on peut faire des analyses pour voir si c'est une maladie contagieuse ou pas. Évidemment, si le cheval est tombé la veille et qu'il s'est coincé et que le lendemain, il n'arrive pas à marcher, c'est une origine probablement traumatique et ce ne sont pas des maladies qui sont suivies par le réseau. Le syndrome Pyrrholite, c'est un syndrome dans lequel on suit les chevaux qui ont une fièvre isolée, donc une fièvre à 40, enfin en tout cas au-dessus de 38,5 et pas d'autres symptômes, pas de diarrhée, pas de juste de la fièvre. Donc là, on suit les maladies type Pyrrholite, c'est-à-dire pyroplasmose, anaplasmose, West Nile, qui est un virus qui est fréquent surtout dans le sud de la France, anémie infectieuse équine. Les anomalies génétiques, alors je vous en ai mis quelques-unes, mais il y en a beaucoup. Hein. Si vous voyez une anomalie qui vous paraît surprenante sur vos chevals, vous pouvez appeler votre vétérinaire sentinelle. On pourra peut-être faire des prélèvements pour voir s'il s'agit d'une anomalie génétique ou pas. D'autres sous-réseaux sont les maladies du pâturage, avec, normalement, vous connaissez la myopathie atypique et la maladie de l'herbe. Quand vous voyez un poulain avec de la diarrhée, pensez RESP aussi, vous pouvez faire des déclarations et voir si ce n'est pas une maladie contagieuse et infectieuse, hein, surtout sur les poulains qui sont dans des élevages avec d'autres poulains. Attention, le risque de contagiosité est important, donc plus on le sait rapidement et plus on peut prendre des précautions sanitaires rapidement. Et un dernier sous-réseau, le sous-réseau reproduction, qui répertorie les cas d'herpès virus de type 3 et les cas d'infertilité. Donc là, vous jouez un rôle vraiment important hein, parce que c'est vous qui allez détecter ces symptômes et qui allez appeler votre vétérinaire sentinelle pour pouvoir informer toute la filière de ces différentes maladies. Alors même si vous n'avez pas envie d'appeler votre vétérinaire pour X, Y raison, vous pouvez déclarer votre cas sur le site VIRES. Alors, je vais vous présenter rapidement les conclusions de mon enquête que j'ai réalisée auprès des vétérinaires sentinelles en octobre 2020 dans le cadre de mon mémoire de chef de centre en reproduction. En fait, j'ai eu cette idée parce qu'à l'époque, en 2020, j'étais allée voir sur le site du RESP et j'avais découvert de façon fortuite l'existence de sous-réseaux dont je n'avais pas connaissance. Et je me suis dit que je devais pas être la seule, alors j'ai voulu enquêter. Alors là, j'ai enquêté sur les sous-réseaux dédiés à l'élevage, avortement, diarrhée, maladies génétiques et reproduction. Alors, je vous montre rapidement ces petits graphes que j'avais faits. En dehors du sous-réseau avortement, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de déclarations. Les autres sous-réseaux, il y a très peu de déclarations. Donc, je me suis posé la question. Et donc, j'ai posé la question au vétérinaire sentinelle. Donc, je voulais savoir déjà s'ils connaissaient les différents sous-réseaux dédiés à l'élevage, savoir combien ils avaient effectué de déclarations, connaître les raisons qui les poussaient à déclarer et connaître les freins éventuels à la déclaration. Et je me suis servi de toutes ces données pour essayer d'enrichir le site du RESP. J'avais envoyé l'enquête à peu près 900 vétérinaires et j'ai eu 131 réponses. Donc l'enquête était statistiquement interprétable. Elle se présentait de cette manière, donc c'était quelque chose qui était téléchargeable, enfin cette enquête était téléchargeable directement sur Internet. Elle a pris 5 minutes. Et donc, les résultats, pourquoi les vétérinaires sentinelles déclaraient, eh bien, ouf,
ils considéraient que c'était leur rôle dans plus de 75% des cas, et la prise en charge financière aussi, parce que le RESP prend une partie du coup des analyses à leur charge, donc dans 75% aussi des cas, donc c'est très positif. En revanche, pourquoi ils ne déclaraient pas? C'était le refus du propriétaire. Donc on s'est dit qu'il fallait sensibiliser davantage sur les réseaux et vraiment insister sur le fait que si vous avez une pathologie contagieuse chez vous, c'est une alerte anonyme qui est publiée sur le site. Et deuxième chose, la déclaration trop longue. Donc on a simplifié la déclaration depuis l'année dernière et l'application est beaucoup plus facile maintenant à utiliser. Alors, la nouvelle application, on en parle un petit peu plus tard, et les modifications qui ont été apportées, donc c'est des exemples de posts Facebook, par exemple un post Facebook du 17 avril, attention vigilance sur les maladies d'hiver. Il y a eu d'autres alertes sur d'autres maladies à différentes époques, par exemple la myopathie atypique plutôt l'automne. Des posts Facebook aussi sur le fait que les alertes étaient bien anonymes et qu'en fait, en déclarant les cas, on contribuait tous à la sécurité sanitaire de nos élevages en France. Je leur ai proposé des pistes d'amélioration et globalement, ce que les vétérinaires ont répondu, c'était de proposer des documents à l'intention du détenteur, alors soit pour expliquer la maladie, soit pour expliquer des mesures de sécurité sanitaire et de prévention. Donc j'en ai réalisé une, je vais vous montrer. Il y en a d'autres qui sont sur le site du RESP. Vous pouvez aller voir directement dans l'onglet prévention et puis vous avez, par exemple, vous avez un avortement, qu'est-ce que je peux faire en attendant que mon vétérinaire vienne? C'est des mesures de prévention et de sécurité sanitaire. J'ai proposé aussi de travailler en partenariat avec Equiways, qui est une boîte qui propose des isobox. Donc ça, vous pouvez vous les acheter. Ce sont des boîtes dans lesquelles vous avez tout ce qu'il faut pour isoler quand vous avez un cas potentiellement contagieux, en avortement, un cheval qui tousse. Donc vous avez des gants, des blouses, des pédiluves, etc. Donc ça, c'est hyper bien d'avoir ça en prévention. Des fiches techniques. Alors, je propose celle-là, mais il y en a plein d'autres à faire, hein, parce que quand on vous parle de l'HWSD, on ne connaît pas forcément ce que c'est. C'est une maladie génétique qui touche les Connemara et en français, c'est la maladie de la séparation dorsale de la paroi du sabot. Alors, pourquoi on surveille cette maladie? Parce que c'est une maladie qui est transmise par les reproducteurs. Donc, c'est bien de le savoir pour pouvoir dépister nos reproducteurs avant de les remettre à la reproduction. Voilà, donc il y a un tas de choses qu'on pourrait faire, mais le site est déjà bien complet avec différentes fiches de prévention. Alors, je vais vous montrer un peu comment je travaille sur le terrain. J'ai pris 3 cas cliniques pour lesquels j'ai fait des déclarations au RESP ces dernières années. Alors, premier cas, je vous mets dans le contexte. On est dans une écurie dans le 78, il y a 80 chevaux, on a une dizaine de poulains, une vingtaine de juments gestantes, 80 chevaux au total. Cette jument est venue dans cette écurie pour être inséminée. Elle est gestante depuis 3 semaines. Vous avez ici cette petite photo à 21 jours, l'échographie par voie transrectale qui vous montre ce petit embryon ici. Et 3 semaines après, la jument présente de la fièvre, uniquement de la fièvre au départ, 42 fièvres, et 48 heures plus tard, elle présente des troubles neurologiques. Donc la propriétaire de l'écurie m'appelle, on gère la fièvre, et puis 48 heures après, la jument marche de cette manière. Alors je vais vous montrer la vidéo, j'espère que vous allez tous pouvoir la voir. Si vous ne la voyez pas, je vous la repasse. Vous voyez la jument qui a des difficultés à se déplacer, qui titube, qui a des troubles de la locomotion, on parle d'ataxie. Est-ce que tout le monde voit bien? Ok, tu peux peut-être... C'est bon, est-ce que... Ok, pas besoin de la repasser. Je vous montre le retour.
Donc, vous voyez, la jument, elle paraît un peu aussi absente. Donc là, elle penche franchement à droite. Elle va manquer de tomber à un moment. Hein. Elle se rattrape bien. Bon. Donc évidemment, première pensée, fièvre, trouble neurologique, je me dis tout de suite, attention, peut-être il s'agit de rhinopneumonie, et attention parce qu'on est dans une écurie, il y a beaucoup d'élevage, donc ça fait des avortements, ça fait des troubles respiratoires ou des troubles neurologiques chez d'autres chevaux. Donc j'ai fait la déclaration. Alors là, encore une fois, il faut que je partage mon écran pour vous montrer la déclaration que j'ai faite sur le site du RESP. Alors on y va. Est-ce que tout le monde a accès encore? C'est bon, parfait. Donc, vous voyez, cette application est facile. Bon, vous avez à gauche le nom de la jument, le détenteur que j'ai rempli avant. Date du début des signes, c'était le 1er juin 2021. Motif d'appel à taxi. Donc, j'ai mis voilà, ces données qui semblent un peu rébarbatives, mais qui sont nécessaires pour faire des études plus tard. On a besoin de savoir si les chevaux étaient bien vaccinés, etc. Ça prend pas beaucoup de temps, honnêtement, et c'est indispensable de le faire. Ensuite, je complète l'examen que j'ai fait, examen clinique, examen complémentaire. Et donc là, pour des troubles neurologiques, c'est un peu plus long parce qu'on demande voilà comment la jument se comporte, l'état de vigilance, etc. Et donc à la fin, j'ai le choix entre, bon, je vous passe tout ça, les anomalies sur les différents membres de la jument. J'ai fait les prélèvements le 3 juin 2021. J'ai pris du sang, exclusivement du sang et un écouvillon nasopharyngé. J'ai pas fait de prélèvement de liquide céphalorachidien parce que c'était impossible à faire sur le terrain sur une jument qui était trop ataxique avec un risque de chute. Et donc, je les ai envoyés au laboratoire et donc j'ai les résultats négatifs West Nile, négatif EHV1. On était très contents que ça soit pas ça pour le reste de l'écurie. Vous voyez, si j'avais fait du LCR, eh ben, j'aurais eu d'autres résultats par-dessus. Alors, je reviens à ma présentation. Donc, cette jument, je sais qu'elle n'avait pas une maladie contagieuse, en tout cas, présentant un risque sanitaire pour les autres chevaux de l'écurie. Elle a été mise sous traitement intensif pendant 1 mois à l'écurie. Elle guérit totalement après 1 mois de traitement. Elle a quand même avorté à 30 jours. Bon, elle a fait de la fièvre au-dessus de 40, hein, et les embryons, ils n'aiment pas trop ça. Je vous montre la vidéo quand elle va beaucoup mieux. On est parti. Vous voyez, la jument, elle paraît plus alerte, elle marche correctement, et là, elle va au pré. Tout va bien pour elle, et c'est tant mieux. Et donc, elle a été réinséminée en juillet 2021. Elle a pris ce suite et depuis, elle est toujours pleine, tout va bien. Comme me montre cette photo d'octobre de l'année dernière, où elle a repris de l'état et elle a bien un poulain dans le ventre. Alors, deuxième cas, un peu différent. Une jument de 14 ans qui avait déjà eu des poulains, qui était gestante de 10 mois, avec un terme prévu le 23 mai 2021. Et les propriétaires m'ont appelé 1 mois et demi avant, début avril, parce que la jument présentait anormalement un gonflement des mamelles et des écoulements vulvaires. Donc j'ai fait une échographie du placenta par voie transrectale et je me suis rendu compte que le placenta était épaissi d'une placentite. Origine, souvent origine ascendante, c'est-à-dire une conformation de vulve
pas terrible, et donc du coup des crottins qui coulent un peu dans la vulve, et puis ça peut faire ce type de symptômes chez la jument. On l'a mis sous traitement et ça n'a pas suffi parce que elle a avorté le 20 avril et le poulain était mort-né. Alors là, je vous ai mis une photo du placenta qui est absolument anormal, hein. Normalement, on a un placenta lisse, là comme là. Là, vous voyez une zone qui est très très épaissie. Donc là, j'ai fait aussi une déclaration, mais je vais voulu vous présenter ce cas parce que là, pour le coup, les propriétaires n'ont pas voulu envoyer le placenta ou enfin, les morceaux de poulain, des morceaux de foie ou de poumon, c'est assez pénible à faire pour les propriétaires. Mais j'ai quand même fait la déclaration parce que c'est important et que peut-être ça servira par la suite à faire différentes études. Donc c'est pas parce que vous faites pas de prélèvement qu'il faut pas le déclarer. Là, je savais que c'était ma placentite probablement. Alors ça aurait pu être une placentite avec une bactérie contagieuse. Ça n'a pas été le cas. Il y avait d'autres juments qui étaient pleines à cette époque et qui n'ont pas avorté. On n'a pas eu de problème. Alors je vous montre rapidement. On va encore partager l'écran. Je vais vous montrer rapidement ma déclaration. Donc c'était le 20 avril. Et donc voilà, j'ai répondu encore aux questions. C'est assez facile, hein. Cette jument avait déjà avait déjà avorté avant. Bon, depuis on l'a pas remise à la reproduction et elle va bien. Donc voilà, pas de prélèvement. Voilà, mais juste la déclaration faite, et ça c'est vraiment, vraiment important pour le recueil de toutes ces données épidémiologiques. Alors, enfin, mon dernier cas, c'était une jument de 2 ans, c'était en 2018. Une jument qui vit au pré, qui présentait des signes cliniques. Le matin, elle allait bien et le soir, elle n'allait plus bien. Raideur musculaire, difficulté à se déplacer, puis décubitus, couché sur le côté. Je vous montre une vidéo de cette jument couchée. Bon, elle n'est pas d'excellente qualité, pardon. Simplement, voilà, si vous entendez un petit peu, la respiration est assez forte. Ah, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Donc la jument était couchée, elle n'arrivait pas à se lever. Par contre, elle mangeait très bien. Alors le diagnostic était, ouais, vous voyez les naseaux, en effet, et elle fait du bruit. Elle fait du bruit quand elle respire parce que vraiment c'est douloureux pour elle. Le diagnostic était assez facile, hein, une jument au pré, et en fait au bout du pré il y avait des érables sycomores. Et donc voilà, vous avez probablement entendu parler de cet arbre qui est toxique. Donc c'est les samars, c'est ces petits hélicoptères et les feuilles de l'érable sycomore qui sont très toxiques pour le cheval et qui sont responsables de la myopathie atypique. Donc cette jument, effectivement, a mangé ça. On était à l'automne, il y avait un peu de vent, c'est venu sur sa parcelle et elle en a mangé. Et le soir, c'est assez rapide, hein. Elle a présenté ses symptômes. Donc les propriétaires étaient très motivés. On l'a sauvée. Elle a été sous perfusion. En fait, le traitement, c'est vraiment du traitement intensif et symptomatique. Cette myopathie atypique, en fait, elle fait des crampes très très fortes, avec des urines foncées. C'est assez visible quand vous voyez ça. Par contre, les chevaux, généralement, ils continuent de manger. Donc elle s'en est bien sortie parce que c'était un petit modèle. Elle avait 2 ans, elle n'avait pas énormément de muscles et puis elle est restée couchée pas très longtemps. Donc c'est un peu ce qui l'a sauvée. Alors j'ai fait la déclaration sur le site du RESP. Encore une fois, je vais vous partager mon écran pour vous montrer l'intérêt, encore une fois, de faire la déclaration. Donc c'était en novembre 2018, motif d'appel décubitus. Ils sont 4 sur le terrain. Bon, il y avait qu'elle, parce qu'on s'en est rendu compte assez vite, donc ils ont tué. Et puis, le temps de sauver la jument, ils ont coupé l'arbre. C'était la seule chose à faire. Et alors moi, j'avais fait l'analyse elle était à 24 000. Quand je l'ai envoyée au laboratoire 48 heures plus tard,
le CPK. La norme, c'est inférieur à 500. Elle était à 24 000. Quand je l'ai envoyé au laboratoire 48 heures plus tard, ils étaient à plus de 200 000. Et le diagnostic de certitude, c'est le dosage de la où est-ce qu'il est voilà, la MCPA carnitine. Et donc ça, c'était vraiment, bon, même si on le savait, mais compatible avec le diagnostic de la myopathie atypique. Voilà. Puis en fonction du dosage, le laboratoire peut aussi nous donner une précision sur le pronostic de la jument. Donc voilà, et ce cas, donc j'arrête mon partage, je reviens dessus. Là, voilà, toute la filière est keen et le courant qu'il y a des cas de myopathie atypique et ça permet de créer des alertes, des appels à vigilance sur tout le territoire français. Donc si vous vous abonnez, vous serez au courant de tout ce qui se passe autour de chez vous ou en France. Alors ça, c'est la vidéo de ma petite jument qui urinait foncé au départ et puis après plusieurs centaines de litres passés, elle a des urines très claires. Donc ça, c'est un signe de guérison. Et enfin, la dernière vidéo de la petite jument qui va bien et qui repart au pré avec ses copains et ses copines. Vous voyez, c'est un pré où il n'y avait pas beaucoup d'herbe. Les chevaux mangent par terre et donc ils ont facilement accès aux feuilles ou aux samars quand ça tombe sur le terrain. Parce qu'ils les mangent normalement pas spontanément, mais quand il n'y a pas grand-chose à manger, ça peut arriver. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est il faut nous rejoindre. Rejoignez la communauté du RESP. C'est une association au service de la filière équine. Alors comment soit en tant que vétérinaire sentinelle, soit si vous n'êtes pas vétérinaire sentinelle, eh bien vous abonnez aux alertes du RESP en consultant le site Vigiresp que je vous ai montré, en déclarant les chevaux malades sur le site et en autorisant votre vétérinaire à déclarer au réseau. C'est un travail d'équipe, vraiment. J'insiste.